Très bien. Alors, prof, je propose qu'on commence. Je ne sais pas si tu nous entends. Oui, 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 j'entends. Donc, euh, bonjour à tous. Merci d'être là. La- la- le programme avait été partagé avec vous. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous enchaînons avec le cours 3 de notre programme Open Classroom Cybersécurité. Nous avons ensemble vu le cours 0 sur l'introduction, mm, sur les notions liées à la cybersécurité. Ensuite, nous avons vu un cours 1 sur tout ce qui est menaces, risques et vulnérabilité. Nous avons travaillé sur des matrices euh, liées plutôt à la gestion des risques en cybersécurité. Et le cours 2 nous a permis de voir ensemble tout ce qui est communication électronique sécurisée. Nous n'avons pas eu le temps de tout voir, mais en somme, on a vu l'essentiel. Et je vous invite, si vous avez des points sur lesquels que vous voulez qu'on revienne, je vous invite à utiliser le forum de la plateforme pour nous interpeller. Et ensuite, on pourra programmer des sessions de renforcement sur ces thématiques-là. Euh, il y a aujourd'hui le cours 3 qui est une suite logique, donc qui va plus se focaliser sur la sécurité des données, donc les données numériques, que ce soit en ligne ou en local sur une machine. Donc, je vais laisser le soin à prof de revenir sur un peu le chiffrement, de rappeler rapidement qu'est-ce que c'est que le chiffrement et pourquoi on l'utilise dans le secteur informatique et dans le monde numérique. Et puis après, nous allons ensemble voir en détail avec une présentation ce qu'il faut faire, comment le faire, avec quel outil. Et ensemble, on va utiliser un outil pour chiffrer du contenu. Prof, je te laisse la parole. D'accord. Bonjour tout le monde. Euh, on va, aujourd'hui, on va parler de déchiffrement local des données. On a déjà parlé de déchiffrement. Le chiffrement est simplement, on rend les données dans une façon où c'est difficile à déchiffrer et accesser. Sauf que si on a, si on a accès à une clé qui vous donne, qui donne la possibilité de déchiffrer, euh, c'est un truc de mathématiques, c'est un grand genre de mathématiques de trouver ce genre de fonction qui qui fait brouiller les données d'une façon où on peut débrouiller. Et ce qu'on a besoin de, c'est, on a besoin, on fait une clé qui est un chiffre qui est très long et très aléatoire. Donc, c'est pas pour trouver le bon clé, normalement, on doit essayer presque toutes les clés et normalement, pour arriver à la bonne clé, il faut essayer à peu près le moitié. Et si on fait si on fait le nombre de clés possibles tellement grand, ça va prendre des centaines d'années de le trouver. Donc, on va parler de comment on peut faire ça pratiquement. Et donc, on va comprendre l'importance et les meilleures pratiques et appliquer des solutions. Une chose, euh, Sheikh, Oui, oui. tu peux pas voir tu peux pas voir mon écran, n'est-ce pas?
Oui, il y a un peu de noir dessus, mais je peux projeter à partir de mon écran et puis comme ça, toi, tu... Oui, je pense que ça soit mieux. Ça dit à moi que ça fonctionne pas. Donc, je vais arrêter ça et tu peux partager ton écran. Ah oui, ça marche mieux, je pense. Ah, d'accord, d'accord. OK, Voilà. OK. Donc, les mieux pratiques et faire des solutions et on peut aller à la prochaine. Oui, OK. Quelles données doivent être protégées? Quel niveau de protection est nécessaire? Quels sont les risques spécifiques? Quelles sont les contraintes légales? De bon, avec tous les mobiles maintenant et aussi avec je pense qu'avec tous les systèmes d'exploitation qui existent, on peut faire chiffrer le disque entier pour que quand on fait démarrer, on doit donner une clé pour accéder. Et ça, c'est une chose où je pense que ça sera mieux de le faire de toute façon, simplement pour tous vos données, parce que pourquoi pas. Donc, tu as un ok, la prochaine, c'est discussion de quelles données? Oui. Quel Ok, niveau de protection est nécessaire? Est-ce que c'est d'accord. des données très sensibles qui méritent d'être protégées avec beaucoup de rigueur? Soin, soin, ouais. Ou Ok, est-ce que c'est des données qui pourraient porter atteinte à d'autres personnes, donc à la famille, aux, aux parents, aux collègues? oui, les choses qu'on va. Ok, donc, normalement, il faut chiffrer tous, pourquoi pas, mais aussi, il faut protéger des choses qui sont plus sensibles que ça, les choses financières, les choses des choses professionnelles qui sont où doit avoir soin que ça n'arrive pas à des concurrents, etc. Et aussi des informations sensibles, des relations personnelles, etc. Et donc, on veut pas que des autres aient accès sans qu'on a, sans que on veut que les autres ont accès. OK? Il faut toujours supprimer les anciennes données. Ça, c'est une chose qui est très difficile à faire. Je le sache aussi. Il faut aussi faire des copies des données entières pour que quand quelque chose arrive à votre système, on a la possibilité de redémarrer. Et tous les disques vont casser après quelques années. Je pense que le temps moyen d'un disque dur maintenant, c'est au niveau de 7 ans. Donc ça, c'est pour les laptops, pour les desktops, pour les mobiles, c'est probablement moins que ça. OK? Euh, oui, et aussi si le téléphone est volé, on ne veut pas que le voleur a accès à tous vos comptes bancaires, etc. Et donc, c'est une chose pour garder les vies privées et aussi, et aussi pour vous protéger. Euh, OK. Quand on fait supprimer des données, il y a des outils pour suppression sécurisée.
Ça existe, ça existe pour Windows et pour les desktops et laptops. Euh, pour pour les mobiles, la technologie qu'on utilise maintenant, euh, c'est pas possible vraiment de supprimer des données d'une façon sécurisée. Sur le desktop, ça fait réécrire sur le disque dur où les données étaient avec des choses aléatoires pour que ça, pour qu'on ne peut pas récupérer des données, mais, mais pour pour les mobiles, la technologie est telle que on peut écrire sur les données seulement telle et telle fois. Et donc, si on utiliserait des outils pour réécrire, ça va simplement casser des disques. Et avec ça, c'est encore plus important que les choses sur le mobile sont chiffrées. Euh, Et, oui. et pour ces outils, il y a un support de cours que je viens de publier sur l'espace en ligne, sur la plateforme. Mhm. Euh, Au niveau de la page du cours 3, il y a le support de cours sur les outils, en fait une boîte à outils avec un ensemble d'outils et de services qui permettent de faire ces suppressions-là, permettre d'enlever les métadonnées Oui. dans, dans un fichier ou qui permettent aussi de récupérer des données qui ont été malencontreusement supprimées. Donc, des outils que j'ai listés et qui sont sur un fichier, en fait, sur une page qui a été publiée sur le support du cours. Donc, vous pouvez les consulter après. Et ces outils, il faut jamais utiliser Une avec clé clé USB parce que ça va simplement casser la clé USB et ça va pas vraiment détruire les données. Ça, c'est mieux. Avec ça, c'est possible de chiffrer des clés USB entières et donc c'est encore plus important de faire chiffrer ça. Physiquement, détruire les données. Euh, pour les disques durs, on peut simplement faire des trous là-dedans. Euh, Ça sera mieux de vraiment casser. On peut utiliser les gros magnets. Je ne sais plus. Il y a des choses qui font un champ magnétique et ça peut aussi détruire des données. Ça, c'est bon à faire ça. Ici, à l'université, quand on a un disque qu'on jette, euh, oui, on a quelqu'un qui utilise, je ne sais plus, un drill qui fait USB. des trous. Les perceuses, Eh oui, ouais, et pour faire pour des faire trous ça dessus. plusieurs fois. Et ça, c'est assez bon pour ça. Pour ça, il Pour faut les ça. clés USB, Oui, pour les clés USB, le mieux sera de rendre en poussière, poussière fin. de les piler, de taper dessus jusqu'à ce que ça devienne poussière. C'est comme ça qu'on arrive à les détruire. Oui, OK. Et donc, ce que Prof disait, c'est que les machines que nous utilisons gardent en mémoire les données qu'on y enregistre sans pour autant les chiffrer. Donc, si on ne chiffre pas de données sur les machines, une fois que la machine elle est gâtée, je veux dire l'écran ou le processeur,
le disque dur de la machine continue de garder les informations qu'on a stockées dedans. Et donc, si la machine doit être jetée ou doit être utilisée par quelqu'un d'autre, il faut veiller à ce que le disque qui et dans la machine soit détruit. Et c'est de cette manière-là qu'on s'assure de la totale suppression des données qu'on y a stockées. Et donc, la meilleure manière pour détruire les données dans un disque, c'est de faire des trous dans le disque, c'est de détruire le disque lui-même. Donc, si vous ouvrez un disque dur, vous allez trouver à l'intérieur, c'est Mhm. vraiment un CD, hein, c'est des disques circulaires comme ça à l'intérieur. Et c'est sur ces disques-là que les informations et les données que nous enregistrons sont écrites. Maintenant, pour les rendre inutilisables, il faut faire des trous dessus. C'est de cette façon qu'on n'arrive plus à les lire. Mhm. OK. L'égalité de chiffrement, il y a certains pays qui considèrent le chiffrement comme illégal et donc il faut être informé sur les règles et trouver des autres possibilités. Je sais que c'est quel pays en Afrique? Éthiopie, Turquie? Éthiopie. Ah, À Addis Abeba, on affiche au niveau des hôtels qu'il est interdit d'utiliser les systèmes de chiffrement et de contournement de la censure parce que c'est un pays qui est très surveillé. Et donc, du coup, l'État applique la censure sur certains réseaux sociaux. Et de la même manière que le dispositif légal autorise la censure, c'est le même dispositif légal qui interdit l'usage des outils de contournement et de chiffrement. Et donc, cela ne veut pas dire que ce n'est pas utilisé sur place, mais cela veut tout simplement dire que si vous l'utilisez sur place et que l'État veut vous créer des problèmes, il peut s'appuyer sur le fait que vous utilisez des outils de chiffrement ou de contournement sur le territoire alors que c'est interdit. Donc, tout ça constitue des violations en quelque sorte et des abus, mais qui sont aujourd'hui institutionnalisés par le biais de dispositifs légaux. mais comment ça marche? Parce qu'il y a assez de sites web où c'est simplement les SSL pour les connexions HTTPS. C'est simplement coupé pour le pays entier. Oui, il y a des sites qui sont bloqués. Bon, c'est comme en Arabie Saoudite aussi, sauf que ce n'est pas l'Afrique, mais c'est des sites qui ont été répertoriés. Donc, il y a les DNS Oui, par DNS et ensuite par domaine name, donc par nom de domaine. Et pour le nom de domaine, c'est l'ensemble du nom de domaine, que ce soit HTTPS ou bien les 3W tout simplement. d'accord, d'accord, d'accord. Il y a, bien sûr, c'est la même chose avec l'Iran L'Iran, et voilà, c'est ça. ils ont coupé toutes les connexions qui sont chiffrées parce qu'on ne peut pas le lire. Et OK, il y a beaucoup des outils pour passer autour de ça. Euh, mais La France, la France l'avait fait à un moment donné, juste après les attentats de Charlie Hebdo. Ils ont voté la loi renseignement pour permettre aux autorités de surveiller les communications électroniques. Et comme il y avait Telegram qui était sécurisé en ce moment-là parce qu'étant chiffré, et donc ils avaient interdit l'utilisation de Telegram sur le territoire français. Et quand tu es en France, tu ne peux pas installer Telegram. Ça, c'était avant. Maintenant, peut-être ils l'ont beaucoup plus allégé, mais à un moment donné où Telegram ne pouvait pas fonctionner sur le territoire français. euh, je pense qu'ils ont changé ça. Ils ont arrêté Oui. le chef et pour qu'il se libère, il a changé les règles de Telegram. Mhm. Mais aussi Telegram, Telegram, c'est pas tout à fait. Maguette, le micro.
Donc, prof, oui. On ne t'entend pas, prof. Excuse-moi, il y a Ouais. des choses qui sont chiffrées, il y a des choses qui ne sont pas chiffrées et ils ont voulu l'accès. Par exemple, maintenant, il y a une action légale entre l'Angleterre et Apple. Parce qu'Apple on peut stocker des données pour faire un backup sur le cloud et maintenant, Angleterre veut l'accès à ça dans le monde entier et Apple ne veut pas le donner et donc il y a un procès. Mais il y a cette discussion un peu partout. Par exemple, si on ne peut pas faire le chiffrage, on peut pas acheter des choses en ligne. C'est simplement ça. Ça, c'est une chose qui est assez importante et qui arrête beaucoup de... Parce que, parce que parce que tous les gouvernements veulent avoir accès à toutes les données. C'est ça. Ça, c'est évident. OK. Si stocker, OK, si le chiffrement est illégal, on peut stocker des informations non sensibles seulement. Utilise un compte cloud chiffré. Ça, c'est une assez bonne idée. Utiliser des noms de code. Ça a des problèmes évidents, mais c'est mieux que rien. Stocker sur un lecteur chiffré, ouais, qu'on peut casser, qu'on peut euh, mettre à côté. Mais ouais, il n'y a Le- rien qui est assez sûr que le chiffrement. pour tout ce qui est compte cloud chiffré, vous imaginez presque un Google Drive, mais qui est chiffré et qui, qui n'assure pas forcément une totale sécurité parce qu'une partie de la sécurité est entre vos mains, c'est-à-dire c'est le mot de passe qui permet d'accéder aux données chiffrées, c'est l'accès au compte du cloud chiffré. Donc, le cloud peut être chiffré avec vraiment une protection renforcée, mais l'autre niveau de protection est entre vos mains et c'est pourquoi nous avons commencé les cours 1 et les cours 2 sur tout ce qui est conscience de la sécurité et politique de sécurité numérique. Et pour les comptes cloud chiffrés, j'ai partagé aussi une ressource supplémentaire qui est sur la plateforme, accessible via la plateforme. Vous pouvez y accéder pour voir les différents services proposés et aussi choisir celui qui correspond le plus à votre besoin. Mhm. Il y a aussi, il y a des gens qui pensent que oh, on peut simplement dans notre langue, euh, où ça a l'air de... Il y a un son, Aïcha, je ne sais pas si tu peux mute Sadou Diallo. C'est le son de Sadou. Oui, très bien, merci, prof. Ouais. Non, il y a des gens qui pensent toujours on peut simplement stocker quelque part avec un nom comme un fichier Excel ou quelque chose comme ça, mais où on fait une autre position sur le disque qui est cachée, mais ok, ça peut marcher si les polices sont pas bien informées, mais si les polices sont bien
informé, il peut toujours trouver des choses. OK. Oui, chiffrement, l'ensemble de l'appareil, c'est une bonne idée et il y a sur presque tous les systèmes la possibilité de le faire. Et après qu'on a fait ça, c'est, c'est automatique. On ne pense plus. Et, D'accord. et ce qu'il faut comprendre ici, euh, c'est que quand vous avez un ordinateur et que vous chiffrez tout l'ordinateur, on va vous montrer tout à l'heure comment chiffrer un ordinateur. Le chiffrement, il ne fonctionne que quand l'ordinateur est éteint, c'est-à-dire quand le système est éteint. Cela veut dire que les contenus qui sont dans le disque deviennent chiffrés. Mais une fois que l'ordinateur est allumé et que vous renseignez votre code d'accès à votre système d'exploitation, là, vous venez de déchiffrer votre disque. C'est pourquoi il est très souvent recommandé, quand vous finissez de travailler, d'éteindre l'ordinateur, de ne pas juste fermer l'écran, mais d'éteindre l'ordinateur pour permettre au disque de se sécuriser et de sécuriser les données qui y sont. Et à partir de ce moment, il faudra forcément la clé de déchiffrement qui est votre mot de passe pour accéder au disque parce que c'est la clé qui va venir déverrouiller le disque. Ça ne déverrouille pas uniquement l'écran, ça déverrouille en même temps aussi le disque. Donc, une fois que vous choisissez l'option pour chiffrer votre appareil, dites-vous bien que le mot de passe qui vous permet d'accéder à l'ordinateur devient en même temps la clé de déchiffrement de votre disque local. Mhm. C'est, il y a des petites astuces dessous. Sur le disque, c'est toujours chiffré, mais il y a tous qui est là à l'ordinateur qui donne la possibilité d'accéder. Donc, c'est ça que, même si c'est chiffré, tout c'est là pour accéder et c'est pas protégé. Donc, c'est pour arrêter qu'il n'y a plus cette possibilité. Une autre astuce, c'est avec des mobiles. Si on fait atteindre et allumer le mobile, c'est après la première fois qu'on tape le mot de passe là-dedans, c'est dans un autre état. Il y a des softs qu'ils ont pour, pour copier toutes les données d'un mobile et c'est plus difficile pour eux de le faire si on a fait arrêter et on n'a pas encore mis le mot de passe dessus sur l'écran. Il y a beaucoup d'appareils où les softs n'ont pas la possibilité. Donc, la police, sur les nouvelles versions, avec les anciennes versions, il y a des softs israéliens où les polices peuvent copier des choses. Sur tous les anciens systèmes d'exploitation. Avec de tout nouveaux systèmes d'exploitation, ça sera seulement si on a allumé le mobile et mis le mot de passe là-dedans. C'est pour iPhone, c'est pour Android. Pour les, euh, pour les autres systèmes d'exploitation, non, je pense pas qu'il y a des softs qui font ça jusqu'au maintenant. D'accord? Donc, on peut passer. euh, OK, les clés USB et les disques durs sont toujours vulnérables et donc il faut utiliser les outils. Surtout les clés USB parce que c'est assez facile à voler ça. Oui. Donc toujours utiliser et toujours utiliser un mot de passe fort et je dirais
Moi, j'utilise KeePass, accès pour générer et stocker les mots de passe. Mhm. Autrement, il faut, il faut vraiment avoir un autre mot de passe unique pour chaque système. Malheureusement, parce qu'il y a tant de mots de passe, c'est vraiment impossible de stocker dans votre mémoire. Et c'est aussi, il faut avoir quelque chose qui est très fort. Et donc, c'est plus simple de, de, de créer ça un, avec un soft. OK. OK. Très bien. Ouais. Éviter les appareils non sécurisés. Ça, c'est vraiment évident. Euh, c'est aussi une bonne idée de éviter de partager les clés USB. On dit que partager un clé USB, c'est comme si un toxicomane fait partager des aiguilles. C'est pas une bonne idée. Pas évident. Mhm. Très bien. OK. Protection des dossiers. Oui, toujours démonter après usage. Euh, faire gaffe que c'est vraiment démonté avant qu'on le coupe avant qu'on le déconnecte. Déconnecter, oui, après chaque. Et oui, jamais ouvrir sur un appareil non fiable, comme j'ai déjà expliqué. Hmm. Il sert à OK. rien de chiffrer si on installe des logiciels qui sont virusés, c'est-à-dire des logiciels espions, comme des Oui. keyloggers ou bien des spyware. Nous avons vu ça lors des premiers cours. On a vu ce qu'était un keylogger, ce qu'est un spyware. Donc, le chiffrement peut être une solution, mais chiffrer et ensuite ouvrir la porte à des espions, ça ne sert à rien. Euh, il faut maintenir les applications, les systèmes à jour, c'est-à-dire mettre à jour le téléphone, mettre à jour l'ordinateur, mettre à jour les logiciels. C'est primordial, c'est extrêmement important. Il faut savoir que chaque mise à jour que vous recevez pour votre téléphone ou votre ordinateur, c'est un correctif d'une faille, d'une vulnérabilité liée à la sécurité ou bien une amélioration du système d'exploitation ou bien des logiciels que vous utilisez. Donc, c'est toujours pour régler un problème ou pour apporter des nouveautés. Donc, il faut faire les mises à jour. Et si vous avez un antivirus, il faut l'activer et activer naturellement le pare-feu. Nous avons vu lors des premiers cours aussi les antivirus, comment les utiliser et la différence entre un antivirus, un anti-spyware, un anti-malware et un antivirus de façon générale qui va aller regarder les fichiers au niveau local. Je vais vous donner pour mettre sur le site aussi, il y a des sites où on peut scanner un soft avant qu'on l'utilise. Virus Total, il y a deux que j'utilise simplement parce qu'on ne sait jamais. Et je dirais à propos de spyware, OK, pour système d'exploitation, maintenant, je dirais que c'est que Linux et Apple qui sont pas le spyware. Android et Windows avec l'intelligence artificielle,
ils sont en train de regarder tout ce qu'on fait tout le temps et c'est une chose qui, malheureusement, c'est assez difficile à éviter ça maintenant. Et aussi, je pense que presque tous les browsers ont des choses pour euh, pirater vos données pour l'intelligence artificielle. Et nous sommes en train de, dans 2 mois, j'aurai une discussion avec la société des ingénieurs pour des voitures, de parler des problèmes de vie privée avec des voitures. Parce que c'est pas que les ordinateurs maintenant, c'est aussi les voitures. Euh, Si on achète, par exemple, Tesla, Tesla garde le droit de regarder toutes les informations de tous les senseurs dans la voiture et il y a des ingénieurs de Tesla qui partagent des vidéos des gens qui ont des Tesla qui sont nus pour rigoler. Et aussi, euh, OK, ils ont changé après que c'est devenu, euh, au- après que c'est partagé par la presse, ils ont changé les règles, mais il y avait, par exemple, ouais, par exemple, Toyota a gardé la possibilité de stocker toutes les informations sur votre vie sexuelle et si la voiture pense que vous êtes homosexuel ou pas, Hmm. qui, je pense, est une chose, j'ai jamais pensé que ma voiture soit toujours en train de regarder si je suis assez hétérosexuel ou pas. Par contre, je pense toujours que si le Tesla de Musk euh, arrive à l'idée que Musk est homosexuel, il va arrêter la société entière un jour à l'autre. Si tu es victime de ta propre technologie, tu prends conscience de... Ça sera pour rigoler. Ouais. Mais Très pire, bien. si la voiture pense qu'il est trans, ouf. OK. Choisir des fournisseurs et des systèmes fiables. Ouais. Les fournisseurs de confiance et vérifier l'après et soyez prudents. J'ai assez des informations parce qu'il y a assez de systèmes, surtout en Afrique, où ils ont les systèmes d'exploitation qui sont piratés. On ne peut pas faire de mise à jour et ça, c'est un danger pour l'informatique, pour le monde entier. Et oui, soyez prudents avec des réparations avec votre voiture et avec votre ordinateur parce que si ah, et ça peut être méchant, ça c'est pas nécessairement que que l'homme qui fait la réparation est méchant, mais s'il utilise quelque chose d'un ordinateur qui a été infecté, ça peut arriver à vous aussi. C'est ça. Et éviter d'utiliser les logiciels ou les outils qui sont craqués. C'est l'expression qu'on utilise ici. Donc, on ne veut pas acheter de licence, on ne veut pas payer un abonnement. Donc, on utilise les versions craquées. Mais les versions craquées peuvent devenir des virus et des portes d'entrée, donc des solutions vulnérables sur votre système d'exploitation au niveau de votre laptop ou de votre téléphone. Donc, il faut faire très attention si vous avez ce type d'outil-là. Il faut toujours mesurer entre ce que l'outil vous rapporte, vous permet de faire, vous permet d'avoir,
Et les conséquences, euh, si vous êtes exposé à la perte de données ou à l'utilisation, à l'exploitation de vos données dans un endroit, dans un espace public. Donc, entre les deux, vous mesurez. Donc, ça, c'est vraiment l'équation qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Les données qui concernent privé, mon travail, qui sont extrêmement sensibles et qui pourraient nuire à ma réputation, ou l'outil que j'utilise qui me permet de ou qui me permet d'envoyer, je ne sais pas, un fichier ou de regarder un film ou de regarder un match en direct. Donc, il faut évaluer. Oui, il y a aussi, c'est pas seulement que vos données, c'est un risque, c'est aussi si votre ordinateur est infecté, les criminels peuvent utiliser votre machine pour faire des autres crimes. Et si ça arrive, ça peut aussi être le cas que les polices pensent que c'est vous qui étiez en train de casser tel et tel et tel endroit. Et ça peut être très, très, très gênant. C'est ça. Beaucoup de personnes se sont retrouvées en conflit avec la justice de leur pays ou la police ou les services de renseignement ou les services de surveillance, tout simplement parce qu'ils ont utilisé une machine infectée. Et en faisant les recherches, la police arrive au niveau de leur machine et donc ils voient que c'est cette machine qui envoie ces informations ou qui envoie les requêtes. Et donc, du coup, systématiquement et naturellement, on prend la personne parce qu'on se dit que c'est la personne à qui la machine appartient, qui est en train d'envoyer ces informations ou de faire ces manipulations-là. Ah, une chose que j'ai juste appris pendant le week-end, que j'ai trouvé intéressant, c'est que Trend Micro a fait des recherches et ça paraît que le pourcentage des femmes qui font le cybercriminel, ok, le pourcentage des cybercriminels qui sont femmes, c'est à peu près 30%. Et le pourcentage des les gens qui travaillent sur la cybersécurité qui sont femmes sont à peu près 24%. Hmm. J'aurais jamais pensé ça. J'ai envoyé ça à Kimmy et j'ai dit que vous avez beaucoup plus de possibilités professionnelles que vous auriez pensé. Bon, ici, on peut dire que c'est les femmes, mais les femmes virtuelles, parce que souvent, c'est des hommes qui se cachent derrière des écrans et qui se font passer pour des femmes et qui Ah, font souvent bon, bonnes ce choses. genre de criminalité, je pense que c'est 100% des hommes. C'est ça. Très bien. Donc, on va passer à la pratique pour cette session. Prof, si tu permets, ou bien est-ce que tu as d'autres éléments que tu veux Non, partager? je sais juste que si on a, est-ce qu'il y a des questions dans le chat que quelqu'un veut poser? En attendant, on commence la pratique. S'il y a des questions, donc prof va m'interrompre pour répondre à la question et ensuite on continue. Donc, la pratique, c'est l'installation d'un outil de chiffrement local qui va nous permettre de chiffrer nos données et de les cacher sur notre machine de sorte à ce que personne ne puisse y accéder ou bien si la personne arrive à y accéder, que la personne n'arrive pas forcément à exploiter ces données-là et à les utiliser. Je partage mon écran. Je pense que je vais y arriver. Alors, fenêtre, Google. Je ne sais pas si je peux partager. Je fais ça pour voir si ça marche. Est-ce que vous voyez mon écran? Je dis, vous voyez l'écran
de mon bureau. Pas la présentation, mais le bureau. Un pouce. Non. Il y a Pierre qui dit non. Donc, j'ai mal partagé. Je ne sais pas comment on partage l'écran de... Ah, Aïcha dit oui. On le voit, mais Pierre, tu peux tester à nouveau pour voir Euh, si tu, euh, tu... tu, tu vois quoi, Aïcha? Le bureau, la fenêtre du bureau. Je vois la présentation qui est à côté, pratique et questions, c'est ça. Non, non, je ne voulais pas partager ça. Je voulais partager tout l'écran. Donc, je vais arrêter et reprendre pour voir. OK. Ça, c'est Google. Je, je partage déjà la page. OK. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller télécharger VeraCrypt. VeraCrypt, c'est l'outil qu'on va utiliser pour faire le chiffrement local. Donc, pour télécharger VeraCrypt, c'est simple. Vous tapez juste VeraCrypt, V-E-R-A Crypt, comme vous le voyez sur l'écran. Et ensuite, vous allez tomber sur le site. Donc, toujours en faisant des recherches, comme on l'a vu ensemble, il faut toujours utiliser le site officiel. Donc, ici, c'est veracrypt.fr. On clique dessus et puis on arrive sur le site de Veracrypt. On va cliquer sur Download, donc télécharger, téléchargement. Et ici, vous avez pour Windows, pour Mac, pour Linux. Donc, vous choisissez la version du laptop ou de l'ordinateur que vous utilisez, la version du système d'exploitation. Pour ceux qui utilisent Windows, vous pouvez télécharger le premier, donc VeraCrypt Setup. Pour les Mac, donc vous téléchargez le DMG, donc la version d'installation. Et puis, une fois téléchargé, vous l'installez. Donc, pour l'installer, c'est simple. Processus d'installation classique, comme pour tous les logiciels. Et puis après, vous faites suivant, vous lisez, et puis vous choisissez là où vous voulez l'installer. Et une fois installé, vous l'aurez au niveau de votre en fait, système. Et vous allez avoir cette interface-là. Je ne sais pas si l'interface est visible parce que j'ai partagé la page. J'ai partagé que la page web. Donc, je revois si je peux partager une autre fenêtre. VeraCrypt, c'est ça. Donc, vous allez voir cette interface VeraCrypt. Et l'interface est assez simple. Vous avez une série de numéros ici. Pour d'autres, c'est des lettres. Donc, vous aurez A, B, C, D, E, F jusqu'à Z. Et puis après, vous avez créé volume en français, sélectionner un volume, monter un volume, démonter un volume et fermer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un volume qui va contenir des fichiers, mais un volume qui va être chiffré et qui permettra de chiffrer son contenu. Donc, c'est comme créer une chambre, en fait, un espace sécurisé dans notre machine, où créer une chambre noire, une chambre cachée, une chambre secrète dans notre machine. Et dans cette chambre, on y garde les données qu'on veut chiffrer. L'accès à la chambre se fait via une clé et c'est seulement cette clé qui permettra d'ouvrir la chambre et d'accéder à ces fichiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord on va cliquer sur créer volume. Le cours est en train d'être enregistré. Donc, ceux qui ne peuvent pas suivre euh, la manipulation, vous pouvez attendre la vidéo quand elle va être mise sur la plateforme.
vous allez pouvoir reprendre l'installation. Sinon, vous pouvez prendre note pendant que j'explique. Il faut savoir que les deux interfaces Windows et Mac diffèrent d'un tout petit, voilà, de quelques détails près. Et si vous voyez des choses ici sur Mac que vous ne voyez pas sur Windows, ne vous en faites pas, c'est à des différences, voilà, des détails près. Donc, pour créer le volume, il faut cliquer sur l'option créer un conteneur de fichiers cryptés. Et en bas, vous avez créé un volume caché, une partition cachée. Cette deuxième option, elle est beaucoup plus pour en fait, les utilisateurs avancés. Mais pour ce cours, on va utiliser la première option. Donc, créer un conteneur chiffré. On clique sur Next. Et puis après, nous avons créé un standard, un volume standard VeraCrypt ou un volume caché. Si vous choisissez de créer un volume caché, là, il faudra se souvenir de son chemin, donc du lien qui vous permet d'accéder au volume. Et c'est beaucoup plus compliqué. Mais après, c'est l'option la plus sécurisée. Mais pour le moment, on garde l'option standard. Donc, on clique sur Next. Et puis après, on choisit l'emplacement du volume. Et ici, l'emplacement, donc on clique sur sélectionner un fichier. On va mettre le nom de notre volume. Moi, mon volume, je l'appelle classe 1, par exemple. Et on me demande de choisir l'endroit où je veux mettre le volume. Donc, je choisis, je clique sur pour afficher mon disque. Pour ceux qui sont chez Windows, donc ils auront le disque local. Moi, je vais aller chercher dans Download, donc téléchargement. Et donc, j'installe mon disque dans téléchargement. Donc, le disque classe 1 va être installé dans téléchargement. Et ici, ce qui est important, c'est qu'on peut choisir une extension. On peut choisir classe 1.pdf ou classe 1.avi ou classe 1.xls ou classe 1.doc. Tout dépend de la manière dont on veut cacher notre disque en trompant souvent les curieux. Parce que quand quelqu'un va arriver sur votre machine et voir classe 1.doc, il va penser que c'est un document Word. Et s'il essaie d'ouvrir le document et que le document ne s'ouvre pas, il va penser que c'est corrompu. On peut aussi mettre classe 1.png. On va penser que c'est une image. Donc, je vais choisir classe 1.png et je vais cliquer sur sauver. Et donc, vous voyez ici, j'ai un chemin d'accès qui permet d'identifier le disque que je vais créer. Donc, si j'avais choisi l'option de cacher le disque, il aurait fallu que je note ce lien d'accès et que je ne l'oublie pas. Parce que le fichier, il ne va pas s'afficher dans Download, dans téléchargement. Pour l'ouvrir, il faudra que je tape anti-slash slash user, ainsi de suite, jusqu'au nom du fichier. Donc, je fais Next. Et là, ici, il me met les options de chiffrement, donc l'algorithme de cryptage et l'algorithme de hachage. Donc, je ne les change pas. Donc, AES ici et SHA512. Et puis, je fais Next. Et ici, il me demande de choisir la taille de mon disque. Donc, le disque, l'espace chiffré que je veux créer, je lui alloue quelle taille. Si je veux conserver des vidéos, naturellement, ça doit être une taille grande, donc qui peut recevoir des gigas de données. Si c'est pour stocker des PDF, bah, je peux choisir quelques MO ou bien 1 giga ou 2 gigas. Donc, moi, je vais choisir un disque de 500 MO. Donc, 500, je change, je laisse mégabits ici. Si je devais choisir un disque de 500 gigas, j'allais mettre 500 gigas, 50 gigas tout court, et puis créer le disque de 50 gigas. Et il faut savoir que le disque qu'on va créer, euh,
il va prendre de l'espace l'espace de notre disque dur. Donc, il va aller dans notre disque dur, créer une sorte de clé USB, une sorte de disque dur externe avec l'espace qui lui sera attribué. Mais ce disque dur externe-là ou cette clé USB interne euh, est chiffré à chaque fois qu'on le démonte. Donc là, j'ai choisi la taille et je clique sur Next. Et puis, il me demande de mettre une clé, donc mon mot de passe, pour déchiffrer mon disque dur. Donc, nous avons vu comment créer un mot de passe fort et pourquoi le mot de passe il doit être fort et sécurisé. Vous allez voir que ici, euh, comme mon mot de passe il est court, quand je vais cliquer sur Next, il va bon, pour ceux qui sont chez Windows, il va leur afficher une info comme quoi que le mot de passe n'est pas assez solide et qu'il serait peut-être risqué de l'utiliser. Mais si vous faites confiance à votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur OK. Donc ici, il me demande de choisir le système de formatage. Bon, je laisse à FAT. Mais pour ceux qui sont chez Windows, je pense qu'ils n'ont pas cette option-là. Je peux choisir Mac ou bien euh, d'autres systèmes options de formatage. Je clique sur suivant et puis il commence à formater mon disque de 50 MO qui s'appelle classe 1.png. Donc, le formatage se fait de cette manière-là et donc je vais faire bouger le curseur pour aider la machine à formater plus rapidement mon disque. Maintenant, plus vous avez une taille importante de disque, plus le formatage prendra du temps. Donc, si vous avez choisi un disque de 10 gigas, ça va vous prendre beaucoup de temps. Pour ceux qui ont choisi plus, ça va aussi prendre un temps assez important. Et donc, ici, le bouton est actif. Donc, je clique sur formater et puis il va formater mon disque. Et il me dit que le disque a été créé avec succès. Et donc, il y a Next et puis je fais Cancel. Donc, j'ai fini de créer mon disque. Donc, ce que je vais vous montrer, je vais partager mon folder dans, je vais ouvrir ici une fenêtre donc, pour vous montrer le résultat. Voilà, Finder, je vais partager. Donc, j'ai choisi un disque, un nom. Donc, je pense que vous voyez mon... Je ne pense pas que vous voyez mon... Ah oui, non, non, vous voyez juste la fenêtre de... Je vais changer pour choisir le... Voilà. Et là, vous voyez mon... Donc, si vous êtes chez Windows, normalement, vous avez poste de travail, euh, machine et autres. Ici, moi, j'avais créé un disque et le disque s'appelle classe 1 et vous l'avez ici. Donc, je clique dessus. Comme si je veux l'ouvrir, il m'affiche un message d'erreur en me disant qu'il ne peut pas ouvrir classe 1.jpg. Mais quand j'arrive sur une machine et que je tombe sur ça, naturellement, ça fait penser que c'est une image, à l'image voilà, de celui-ci, de celle-ci, parce que c'est une extension .jpg. Et je vois ici la taille qui fait 52 MO, et puis je vois le type image PNG. Par contre, ce n'est pas une image, c'est un disque. Et pour ouvrir le disque, je vais vous montrer comment on fait. On revient sur VeraCrypt et on choisit une ligne. Ici, on va cliquer sur sélectionner et je vais aller sélectionner le disque que je viens de créer, donc l'option classe 1. Et donc, je clique dessus et classe 1, le chemin qui mène vers classe 1 se remplit systématiquement et puis je clique sur monte, donc monter. Et il me demande de mettre mon mot de passe. Je vais mettre mon mot de passe, donc la clé de déchiffrement et je clique sur OK. Donc le système va déchiffrer mon disque. J'ai fait une erreur sur mon mot de passe.
courte fuse. Donc, j'ai fait l'erreur d'avoir désinstallé un des softs qui permet que ça marche. Je regarde ça rapidement. Oxfuse. Ça, c'est les Mac. Alors, application. J'ai fait des choses sur ma machine qui font que, voilà, c'est compliqué. Je pense pas que ça va s'ouvrir parce que j'avais changé pas mal de choses ici. Oxfuse. Donc, il faut que je réinstalle tout ça. Mais globalement, une fois qu'on a cette fenêtre et qu'on sélectionne le fichier, donc là, le disque qui a été chiffré, on clique sur Monte et il nous demande de mettre le mot de passe. Et le mot de passe va permettre d'ouvrir le disque. Et donc, ça devient un conteneur, ça devient un dossier. Et dans ce dossier, on a la possibilité de glisser des fichiers dedans. Le mot de passe incorrect. Donc, de glisser des fichiers dedans et de les sécuriser. Et ensuite, une fois qu'on finit de glisser des fichiers dedans, on revient et on clique sur démonter. Et on clique sur démonter. Et une fois qu'on clique sur démonter, bah, le disque devient chiffré à nouveau. Et puis, le fichier qu'on a mis dedans, il disparaît de notre machine. C'est-à-dire qu'on n'a plus accès au fichier. Pour y accéder, il faudra toujours utiliser le même procédé, c'est-à-dire passer par VeraCrypt, monter le disque, mettre le mot de passe pour pouvoir y accéder. Bon. Le prochain cours, je pourrais vous montrer le temps de, de fixer ce paramètre de sécurité là que j'avais installé. En attendant, je vois s'il y a il y a des questions. Est-ce que vous pensez que l'explication vous permettra de le faire, de faire l'installation et de cacher des fichiers de votre machine dans ce disque-là et ensuite de chiffrer à nouveau le disque? Ou est-ce qu'il y a des questions de manière globale sur l'ensemble du cours d'aujourd'hui? Juste en attendant, je vais vous présenter la partie ressources, voilà, de la plateforme. Donc, ici, vous avez au niveau du cours, le cours 3, les supports de cours, donc le chiffrement local, le mode d'emploi, donc un document qui vous explique un peu comment fonctionne VeraCrypt qu'on a utilisé. C'est un document assez volumineux, mais si vous souhaitez approfondir vos notions là-dessus, n'hésitez pas à le parcourir et à renforcer un peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Ensuite, on a un autre document. Ça, c'est la présentation le slide qu'on a utilisé. Donc, c'est les 16 slides du cours qui est aussi accessible en ligne. Et puis après, on a une autre boîte à outils. Et cette boîte à outils, c'est tout ce qui concerne les services de cloud sécurisés, chiffrés en ligne. Donc, je les ai listés par ordre donc de niveau de sécurité. Et donc, vous avez des options ici.
Et puis après, on a une quatrième ressource, ça c'est les outils euh, nécessaires pour faire du chiffrement local. Nous avons vu VeraCrypt là tout de suite. Et puis après, vous avez Cryptomator pour les smartphones ou bien pour les laptops aussi. Puis il y en a d'autres. Après, il y a d'autres outils pour renforcer la protection des données au niveau local, des données locales. Donc, pour les photos et les vidéos, donc il y a tous ces outils-là qui vous permettent de supprimer les métadonnées. Donc, vous savez que quand vous prenez une photo sur votre téléphone et que vous envoyez la photo part avec les informations de localisation, donc le nom de l'appareil, le type d'appareil, l'heure à laquelle la photo a été prise, la position géographique, ainsi de suite. Il y a énormément d'informations que la photo ou la vidéo aussi envoie. Donc, ça peut vous mettre en danger. Donc, ces outils permettent de supprimer ces métadonnées avant d'exploiter ces données, ces images et ces vidéos. Et donc, il y a aussi des outils qui permettent de nettoyer les fichiers tout court. Ça peut être des PDF ou autres. Donc, tout ce qui est métadonnées sur les fichiers. Et puis après, vous avez les outils pour la destruction sécurisée des fichiers. On en a vu tout à l'heure, mais après, dites-vous bien qu'il y a toujours possibilité d'avoir des traces sur vos outils, que ce soit le téléphone ou l'ordinateur. Tout dépend de la manière dont vous avez utilisé ces fichiers-là et leur parcours numérique sur votre outil de travail. Après, on a en 5 les outils pour récupérer des fichiers, mais bon, ça aussi, c'est pas tout le temps euh, que ça marche parce il y a des critères, il y a des consignes. Il faut que le fichier soit un fichier qui a été supprimé suivant un délai bien défini, la machine n'a pas été redémarrée pour certains et ainsi de suite. Et donc, vous pouvez les tester. Voilà, ça, c'est les différents supports de cours. Et donc, le cours d'aujourd'hui, naturellement, va aussi être publié au niveau de l'espace du cours, l'espace dédié. Et je vous invite à vous inscrire au cours parce que pour chaque cours, si vous ne rejoignez pas le cours, vous ne pouvez pas avoir accès à ces éléments, à ces informations. Donc, il y a un bouton qui est là, donc, rejoindre le cours. Il faut cliquer dessus pour rejoindre le cours et avoir la possibilité d'accéder au contenu. Donc, c'est pareil pour les cours 1 et pour les cours 2. Il faut toujours rejoindre le cours. Donc, voilà, chers amis, notre programme du jour. S'il n'y a pas de questions, on va se dire à très bientôt pour la suite donc, de notre programme, soit pour revenir sur le chiffrement local ou bien pour enchaîner avec le cours suivant. Je vous remercie pour votre patience et votre contribution et vous dis à très bientôt. Ciao.